je sais pas si ça marche. C'est bon. Donc, pour commencer, en fait, j'ai prévu une petite introduction. Alors ça, par contre, j'arrive pas à passer le diapo. Tac. Ça ne veut pas. Sur l'écran, ça passe. Ouais. Donc, quelques diapos d'introduction, en fait, pour resituer le contexte médical, parce que peut-être que vous n'êtes pas tous du domaine. Et donc, ouais. Donc, une première diapo en fait pour situer un petit peu les données dont on va parler dans la suite de l'exposé, pardon. Donc nous en fait on distingue deux grands types de données. Il y a des données qui vont être du côté du soin, de la prise en charge des patients, et puis un autre côté en fait qui est tout ce qui est recherche médicale. C'est un peu les deux grands types de données qui nous intéressent. Et donc je vais surtout vous parler des données en fait qui sont issues du soin, puisque c'est ce qu'on a à traiter nous au quotidien dans notre équipe. Donc après il y a pas mal d'acteurs, de producteurs de données en fait. Donc là à gauche, je vous ai mis le patient en fait qui produit des données avec son activité sur Internet, les objets connectés, des dispositifs médicaux implantables. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le centre en fait. C'est les établissements de santé, en particulier un CHU comme le CHU de Rennes, où à l'intérieur de cet établissement, en fait, on a plein de sources de données qui nous intéressent. Donc, je vous ai mis tout ce qui est compte rendu, des données de signaux, des données d'imagerie, etc. Tout ce qui est médecine de ville, alors ça, je ne vous en parlerai pas trop parce que c'est des données qu'on a un petit peu du mal à mobiliser aujourd'hui. Et puis quelque chose que vous connaissez peut-être, qui est le Système national des données de santé, donc, qui regroupe en fait trois grandes bases de données. Il y a la base du SNIRAM, donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout ce qui est données de remboursement de l'assurance maladie. Et à côté de ces données d'assurance maladie, il y a le PMSI, donc c'est pareil, c'est des données plutôt à viser remboursement. Et enfin, il y a le CEPIDC qui est la source de données des certificats de décès. Donc ces trois bases de données, en fait, elles sont regroupées dans le Système national des données de santé. Donc ça, c'est une base de données qui est assez à la mode aujourd'hui. Et donc je vous en parlerai aussi un petit peu. Voilà. Et donc en sachant que c'est une base qui est quand même assez intéressante parce qu'elle couvre quasiment l'ensemble de la population française. Il y a à peu près, je crois, aujourd'hui 96 ou 97% de la population qui est représentée dedans. Et donc à côté de ça, on a tout ce qui est données de recherche, donc les essais cliniques pour évaluer les traitements, les nouvelles prises en charge, des données de recherche fondamentale. Après, il y a tout ce qui est données d'épidémiologie pour détecter des facteurs de risque, des choses comme ça. Des données de la littérature scientifique. Et donc ces deux mondes, en fait, ils sont pas cloisonnés, bien sûr. Ça s'alimente en fait dans un sens ou dans l'autre. Les données de la recherche clinique, par exemple, l'idée c'est d'arriver à proposer des nouveaux traitements aux patients. Et inversement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer d'utiliser les données du soin pour faciliter la recherche médicale. D'accord ? C'est à peu près clair pour le contexte ? Donc finalement, pour résumer, on a tout un tas d'acteurs qui produisent de la donnée de santé qu'on rattache au domaine de la santé. Et c'est ce qui nous fait parler en fait aujourd'hui d'un big data en santé ou données massives en santé. Donc, je vous rappelle pas une des définitions du big data avec les 4V. Ce que je voulais vous montrer ici surtout, c'est finalement pourquoi on parle de ce big data en santé. C'est que d'une part, donc, sur le volume, ça dépend de quelles sources de données on parle, mais il y a des données qui sont potentiellement volumineuses, notamment l'imagerie ou les données de génomique. Après, il y a d'autres sources qui sont beaucoup moins volumineuses. Ça ne sera pas ça la problématique. Par exemple, les données clinico-biologiques. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Ce n'est pas forcément le volume qui nous pose problème. Ouais. Ouais, plus près. Sinon, sans micro, c'est pas mieux? Non? Ok. Donc, après le volume, finalement, c'est un des aspects majeurs des données qu'on a à traiter, c'est la variabilité en fait. Vous avez vu qu'on a tout un tas de sources de données, de producteurs de données, et forcément ils nous produisent des données qui sont vraiment très hétérogènes, qui concernent des champs différents de la médecine, etc. Un autre aspect majeur des données qu'on va être amené à traiter, ça va être la véracité, avec notamment le problème de qualité des données. Donc ça c'est aussi un aspect auquel on est confronté quotidiennement. Et puis ensuite, la vélocité, où on a des données qui sont produites de plus en plus au fil de l'eau, avec des utilisateurs qui veulent en regard des résultats de plus en plus rapidement. Et puis donc à côté de ces 4V du big data, il y a également un aspect essentiel qui nous préoccupe, c'est tout ce qui est sensibilité des données, puisqu'on est sur des données individuelles, des données patients majoritairement.
Donc forcément, si on veut exploiter ces données-là, il y a tout un cadre réglementaire, éthique, etc., qu'il va falloir mettre en œuvre autour de cette exploitation. Donc finalement, nous, ce qui nous intéresse dans notre équipe, donc, à la fois côté hôpital et puis côté équipe de recherche, c'est comment on va pouvoir exploiter de façon efficiente ce gisement de données. Et donc, nous, notre objectif, en fait, c'est de développer des méthodes et des outils pour, d'une part, intégrer cet ensemble de sources de données qui sont cloisonnées, multidomaines, multi-échelles, pour, dans un second temps, pouvoir les tirer de l'information et les exploiter de façon efficiente. Donc, comme je vous disais, dans un cadre qui reste compatible avec le caractère sensible de ces données. Et donc, un des enjeux derrière, c'est notamment la médecine 4P. Donc, la médecine 4P, si vous ne connaissez pas, c'est la médecine personnalisée. Et donc, les 4P, ça veut dire personnalisé, prédictif, préventif et participatif. Donc, c'est vraiment la médecine personnalisée. Et donc, je vous ai mis un petit schéma qui est pas mal pour comprendre ce qu'on entend derrière la médecine personnalisée. C'est un petit parallèle entre ce qu'on fait sur Google Maps, par exemple, où on va avoir finalement les images satellites et puis par-dessus, on va mettre tout un tas de couches supplémentaires qui vont ramener de l'information pour contextualiser finalement l'image brute. Ce qu'on veut faire en médecine, c'est un peu le même principe, c'est qu'on a une couche de base qui sont les individus, les patients, et puis avec toutes les sources de données qu'on a à disposition, essayer de pouvoir les caractériser selon un axe ou un autre. Donc, par exemple, tout en haut, il y a tout ce qui est données environnementales, tout ce qui est données de signes et symptômes, les données génomiques, etc., etc. Donc pouvoir décrire de plus en plus finement les patients, et c'est ça qui permet après de pouvoir proposer une prise en charge personnalisée. Donc ça, c'est un des enjeux, bien sûr, c'est la prise en charge des patients et la prise en charge personnalisée. Ce n'est pas le seul enjeu, ce n'est pas le seul usage qu'on peut imaginer de ces données. Il y en a tout un tas d'autres. En dehors de la médecine personnalisée, il y a tout ce qui concerne la recherche. Je vous en ai parlé un petit peu déjà. Donc, à la fois recherche épidémiologique, recherche clinique. Donc, en épidémio, ça sera de pouvoir finalement identifier des patients qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle des registres ou des cohortes. Donc, c'est ces bases de données qui, au final, permettent de faire des études pour identifier des nouveaux facteurs de risque, etc., etc. Donc, un des objectifs, c'est de pouvoir utiliser toutes ces sources de données que je vous ai présentées pour alimenter finalement ces bases de données recherche pour faciliter la recherche épidémiologique. Et c'est le même principe pour la recherche clinique, c'est d'arriver à identifier des patients qui pourraient être éligibles à des essais thérapeutiques. Donc ça, c'est des choses qui sont compliquées à faire, qui peuvent être relativement compliquées. Identifier des patients qui ont les bonnes caractéristiques pour rentrer dans un essai thérapeutique, c'est pas toujours évident parce que c'est des critères assez complexes, etc. Donc, souvent, les médecins ne se rappellent pas quels sont les patients qui pourraient rentrer dans des études. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les données pour identifier les patients intéressants pour des études. Donc, à côté de ça, il y a tout ce qui est vigilance, qu'on appelle vigilance gestion des risques. Donc, identification, donc, par exemple, des effets indésirables des médicaments, dus à des médicaments. Identification des infections nosocomiales, tous ces événements indésirables en fait, qui peuvent se produire durant la prise en charge des patients. La surveillance aussi des épidémies, je vous présenterai un exemple après. Voilà, donc ensuite il y a tout ce qui est organisation des soins, donc sur le territoire, pilotage de l'activité, essayer d'identifier si la prise en charge des patients est optimale ou s'il y a des biais par rapport à une prise en charge optimale. Tout ça, ça peut aussi se faire par rapport à des données qui sont disponibles. Puis enfin, ça c'est un peu plus anecdotique, mais il y a tout ce qui est utilisation des données pour l'enseignement, avec par exemple la simulation de patients virtuels pour proposer ces patients aux étudiants plutôt que de se former directement sur des vrais individus. Bon, ça, je ne vous en parlerai pas plus, ce n'est pas des choses qu'on couvre chez nous, mais ça existe. Donc voilà pour un peu le cadre général, l'ensemble des usages qu'on peut imaginer des données qui sont aujourd'hui produites par l'ensemble des producteurs. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus particulièrement là maintenant de ce qu'on fait nous côté hôpital, donc au CHU de Rennes, pour déjà arriver à être en mesure d'exploiter, avoir à disposition les données de l'hôpital. Dans un hôpital, finalement, ce qu'on a de base, c'est ce qui est à gauche, en fait, c'est des données qui sont produites pour le soin, pour la prise en charge des patients. Et donc, les données qui sont produites, elles sont cloisonnées dans des applications distinctes, donc c'est des bases de données cloisonnées, si vous voulez, qui répondent très bien à l'usage qui est la prise en charge des patients.
Par contre, ce n'est pas du tout adapté pour faire de la recherche transversale massive sur des données. Donc, un des préalables, quand on veut exploiter les données hospitalières, ça va être de sortir ces données-là, des applications dédiées aux soins, les transformer, puis les charger. Donc, quelque chose d'assez classique pour ceux qui connaissent les entrepôts de données. Hein. Finalement, ça va être de sortir les données des applications pour le soin vers une base de données, donc type entrepôt de données biomédicales, pour pouvoir après les exploiter de façon transversale. Et donc ça, c'est un des outils notamment qu'on développe dans l'équipe, hein, c'est l'entrepôt de données biomédicales EOP, qui contient finalement aujourd'hui, donc au CHU de Rennes, à peu près 1 700 000 patients, un peu plus de 50 millions de documents et 450 millions d'éléments de données structurés. Donc ça, c'est la population qu'il y a au CHU de Rennes aujourd'hui, qu'on a à disposition dans cette base. Donc, quand on s'intéresse aux données hospitalières, finalement, il y a deux grands types de données. Je mets de côté les données d'imagerie parce que nous, on ne les couvre pas, c'est un champ particulier, et je mets aussi de côté les données de génomique, etc., parce que c'est pareil, c'est des équipes spécialisées dans l'hôpital qui s'en chargent. Nous, on s'intéresse plutôt aux données clinico-biologiques, donc symptômes, les traitements, les données de laboratoire, etc. Et donc, on a deux grands types de données. Les données structurées, donc, qui concernent notamment tout ce qui est données de biologie, les données de diagnostic et d'actes médicaux qui peuvent être réalisés au cours de la prise en charge des patients, et puis tout ce qui est données de prescription, administration médicamenteuse. Et donc ces données, comme elles sont structurées, elles sont décrites par des terminologies. Donc il y a des terminologies qui sont standards dans le domaine médical. Donc, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est pas grave. La CIM10, la CCAM, l'ATC, c'est des terminologies qui décrivent en fait un certain nombre de concepts médicaux qu'on peut retrouver, donc des diagnostics, des actes et puis des médicaments, typiquement des noms de médicaments ou de molécules. Et dans certains cas, c'est des terminologies locales. Par exemple, la biologie, c'est une terminologie qui est propre au CHU de Rennes, et donc le CHU Nantes en aura une autre, etc. etc. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et à côté de ça, on a beaucoup de données non structurées. Donc, pour ce qui nous concerne, sur les données clinico-biologiques, ça va être tout ce qui est textuel, en fait, des comptes rendus, d'hospitalisation, de consultation, de radiologie, d'urgence, etc., etc. On a tout un tas de données textuelles. Dans la littérature, on dit grosso modo qu'on a 80% de données qui sont textuelles, enfin non structurées, dans les données biomédicales, clinico-biologiques. Et donc c'est ce que je disais, hein, c'est les comptes rendus, des champs de questionnaires médicaux, des zones de commentaires dans certains documents, etc. etc. Et donc nous, c'est ça qu'on est amené à traiter finalement au quotidien, c'est ces données clinico-biologiques. Donc un petit focus sur les données non structurées, donc vous connaissez peut-être, mais comme il y a cette énorme masse de données non structurées qui sont à disposition, forcément il y a des enjeux sur tout ce qui est traitement automatique du langage. Donc pour d'une part extraire des concepts médicaux, ça c'est déjà une première chose. Donc extraire des diagnostics, des actes, des valeurs biologiques, des prescriptions, afin de structurer cette information à partir de la donnée qui est non structurée à la base. Et puis tout un champ de contextualisation. Alors par exemple, identifier qu'un concept fait partie des antécédents d'un patient, voire d'un antécédent familial d'un patient plutôt qu'une maladie active. Essayer de reconstituer une chronologie dans les événements médicaux qu'a pu subir le patient. Ou aussi annoter le concept avec une incertitude ou à l'extrême une négation, hein, pour dire que le patient n'a pas telle pathologie, par exemple. Donc tout ça, c'est des aspects finalement auxquels on est confronté, hein, c'est cette donnée non structurée qui contient pourtant la majorité de l'information. Ah, ça a coupé. Faut que je rappuie dessus. Toc. Donc voilà, c'est un des aspects, une des problématiques qu'il y a, hein, sur les données clinico-biologiques, c'est le traitement automatique du langage. Donc voilà pour les aspects techniques. C'est déjà d'une part arriver à décloisonner les données des sources dans lesquelles elles sont. Et à côté de ça, dans un établissement de santé, il faut aussi une organisation pour finalement exploiter ces données-là. Donc par-dessus cet aspect technique, hein, d'entrepôt de données biomédicales, on a aussi mis en place une organisation, donc, ce qu'on appelle les centres de données cliniques. C'est un concept qui a été proposé par le CHU de Brest, où l'idée c'est d'avoir un guichet unique pour l'ensemble des utilisateurs potentiels de ces données-là dans l'établissement. Et par ce guichet unique, en fait, on propose à la fois une expertise méthodologique, hein, pour exploiter correctement les données. On offre des services, je vais vous montrer par exemple un des outils qu'on propose pour exploiter les données de la même façon. Et pour proposer tout ça, on essaie de rassembler les compétences qui sont nécessaires. Donc
à la fois informatique, médicale, ouais, biostatistique, traitement automatique du langage. Des gens qui sont plus experts du côté juridique, réglementaire, éthique, parce que c'est un des aspects auxquels on est vraiment de plus en plus confrontés. Et puis des experts plutôt métiers, donc à la fois des cliniciens, donc des médecins, des pharmaciens, des dentistes, etc., des épidémiologistes côté recherche, par exemple. Et donc cette organisation, en fait, on se veut tiers de confiance dans l'exploitation des données de santé dans l'établissement. Donc nous, on n'a pas d'intérêt particulier dans l'exploitation de ces données-là. On est là plutôt comme soutien à la recherche, par exemple, ou en tout cas tiers de confiance pour exploiter des données pour d'autres équipes. Et ce qu'on veut aussi pour développer finalement les services qu'on propose, c'est qu'on est aussi centre de recherche et développement, donc en data science, pour mettre au point des nouveaux outils, des nouveaux modèles, etc. Et donc ça, on le fait notamment par le biais de projets, donc, type laboratoire commun, et aussi aujourd'hui maintenant avec des partenariats avec des startups, donc, si vous connaissez VitaDX par exemple, ou Sencare. Et donc ça, c'est ce qu'on faisait. Alors oui, un exemple d'outil qu'on a développé, donc, qui est adossé à l'entrepôt de données biomédicales. C'est finalement un truc assez simple, en termes de fonctionnalité. C'était finalement un moteur de recherche type Google finalement pour aller requêter l'ensemble des données qu'on avait mis dans l'entrepôt de données. Puisque à la base, cet entrepôt avait été développé pour la recherche clinique, c'est-à-dire dans un objectif d'identifier des patients intéressants pour une étude ou une autre. Donc, le besoin, c'était d'arriver à identifier des patients par des mots-clés dans les textes ou par des critères sur des données structurées. Donc là, par exemple, je cherche des patients qui ont un document qui mentionne le diabète, un document qui mentionne l'appendicite, et puis une anémie, une hémoglobine inférieure à 10. Donc quelque chose d'assez simple. Et du coup, ça nous permet de retrouver rapidement un certain nombre de patients qui correspondent à ces critères. Donc là, vous avez les 877 patients qui correspondent à ces critères-là. La liste des patients. Donc, comme je parlais des aspects réglementaires, vous voyez que là, la liste des patients, elle est déidentifiée. Donc, on essaye au maximum de supprimer tout ce qui est très identifiant des patients à l'affichage. Et puis, si besoin, on peut retrouver le document qui a permis de retrouver le patient pour retrouver le contexte. Par exemple, là, on voit que le diabète il a été retrouvé dans la partie antécédente. Donc ça, c'était finalement historiquement un des premiers outils qu'on a développé. C'est un moteur de recherche qui permet de mobiliser les données qu'il y a dans l'entrepôt pour la recherche. Et puis, finalement, ce modèle d'organisation qu'on a développé de centre de données cliniques et puis les outils qu'on a développés, ça a pas mal plu. Et donc, finalement, dans un second temps, donc c'est quelque chose que maintenant on a quasiment fini, on a eu un projet qui visait finalement à mettre cette même organisation, ces mêmes outils dans les autres CHU, dans les autres établissements du Grand Ouest, donc ce qu'on appelle le réseau interrégional des centres de données cliniques, donc Brest, Rennes, Tours, Angers, Nantes, Poitiers, donc les 6 CHU plus 2 centres de lutte contre le cancer. Et donc l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose en termes d'organisation qui était commun sur tous ces établissements et également en termes d'outils. Donc aujourd'hui, sur ce territoire qui est couvert par ces établissements, on a à peu près 4,6 millions de patients, une centaine de millions de documents, 5 millions de séjours et puis plus d'un milliard de données structurées. Donc l'idée derrière, c'est évidemment finalement de pouvoir interroger, exploiter les données à une échelle plus large qu'un seul établissement, parce qu'en médecine, rapidement, on atteint les limites d'une population couverte par un seul établissement. Si je reprends encore l'exemple de la recherche clinique, les essais aujourd'hui, c'est des essais multicentriques, etc. Donc si on veut être intéressant, notamment pour les labos pharmaceutiques, il faut pouvoir avoir une population beaucoup plus importante qu'un seul établissement. Donc, par contre, dans ce modèle-là, chaque établissement reste maître de ses données. Donc c'est vraiment des entrepôts qui sont isolés les uns des autres. Et par contre, c'est en termes d'organisation qu'on travaille en réseau. Donc la cible, évidemment, à terme, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une plateforme interrégionale de données où tout serait intégré pour permettre une exploitation beaucoup plus efficiente de cet ensemble de données. Et donc pour faire ça, on avait monté un projet, enfin on a un projet ANR qui s'appelle InShare, du coup, qui visait à proposer, en tout cas à prototyper une plateforme qui permettrait de faire ça. Donc, ça passe pas très bien, mais l'idée, c'est d'avoir une plateforme technique qui intègre finalement déjà des données d'entrepôt au niveau des établissements, donc le CHU de Rennes et le CHU de Brest, et cette fois des données qui sont plus des données hospitalières, mais d'autres sources de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc par exemple ici,
c'est les données du SNDS, donc les données d'assurance maladie, et des données de registre. Donc registre des malformations congénitales, du cancer et de l'insuffisance rénale. Et donc tout ça pour essayer de répondre à des nouveaux cas d'usage, en fait, à des nouveaux usages qu'on peut imaginer une fois qu'on a intégré toutes ces données-là. Et donc, même principe que ce qu'on fait à l'échelle d'un établissement, hein, c'est qu'à côté de ça, on offre tout un tas de services, donc des méthodes d'exploitation des données, avec aussi tout un volet en termes de sécurité, d'éthique, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer. Et on va vers du coup, ce genre de plateforme à l'échelle de l'interrégion. Donc voilà un petit peu pour le côté intégration de données. Donc, je suis passé assez vite parce que ce n'est pas forcément le cœur du sujet aujourd'hui. Et donc maintenant, je vais vous parler de quelques exemples d'applications finalement concrètes des données qu'on a à disposition. Donc avec deux exemples. Un qui concerne la surveillance épidémique, donc la surveillance des épidémies grippales en particulier. Donc on est en plein dans la saison. Vous connaissez peut-être le réseau Sentinelle, du coup? Non, ça vous dit rien? Donc c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir des données du réseau Sentinelle. Hein. C'est tout ce qui est les cartes d'activité grippale que vous pouvez voir dans les journaux ou à la télé, les cartes de la France avec les cartes de chaleur. Et donc ils produisent aussi ce genre de courbes, hein, qui sont finalement l'activité grippale au cours des semaines sur le territoire. Donc là, ça doit être le territoire Bretagne, mais ils font la même chose dans toutes les régions françaises et puis à l'échelle nationale. Et donc finalement, la courbe bleue, c'est ce qu'on observe en réalité, et puis ils ont un modèle statistique en rouge là, qui permet de détecter quand est-ce que l'activité des syndromes grippales dépasse un certain seuil, et qui fait dire qu'on est dans une période où il y a le virus de la grippe qui circule. Quand on est en dessous, on considère que c'est des cas qui sont des syndromes grippaux basiques, pas forcément dus au virus de la grippe. Et quand on est au-dessus, c'est qu'il y a le virus de la grippe qui est en circulation sur le territoire. Donc ça, c'est vraiment la référence en termes de surveillance épidémique pour la grippe, mais pour les syndromes grippaux, pardon, et puis pour d'autres maladies qu'ils surveillent également. Donc la limite de ce système, c'est qu'ils ont un retard à la production de ces indicateurs, donc de 1 à 3 semaines. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de la semaine. Et pourquoi? Parce que finalement, les données sur lesquelles ils se reposent pour faire ces indicateurs, c'est des données qui sont collectées à partir des médecins généralistes sur le territoire. C'est un échantillon de médecins généralistes sur les territoires qui déclare chaque semaine le nombre de cas de syndrome grippal qu'ils voient en consultation. Donc tout ça, c'est colligé à un niveau national, enfin un niveau régional puis national, et c'est ça qui permet de produire ces indicateurs. Donc c'est la référence, mais par contre, il y a un certain délai à la production des indicateurs. Et donc, par rapport à ce verrou-là de retard à la production des indicateurs, il y a des alternatives qui ont été proposées. Donc ça, vous connaissez peut-être. Google Flu Trends, vous avez peut-être entendu parler. Donc, Google Trends, hein, qui est un peu le même principe, en plus général. Donc l'idée derrière ça, c'était d'utiliser les données, l'activité des internautes sur le moteur de recherche Google pour voir s'il y avait finalement des mots-clés qui étaient corrélés à l'activité grippale sur le territoire. Donc ça, c'était un outil qui était proposé par Google, qui a plutôt bien marché au début. Et puis à plusieurs épisodes, plusieurs années, il y a eu des problèmes et on rencontrait finalement soit une surestimation, soit une sous-estimation de l'indicateur produit par Google par rapport à la référence qui est Sentinel. Donc, une des explications, c'était notamment quand il y avait dans l'actualité, quand on disait que l'épidémie allait être grave une année donnée, et que finalement l'épidémie n'était pas grave, forcément les gens s'inquiétaient pour rien, donc il y avait une activité qui était beaucoup plus importante sur le moteur de recherche que la réelle activité sur le territoire. Voilà, donc c'est quelque chose qui marchait bien du coup du fait du caractère temps réel des données de Google. Par contre, il y avait des problèmes de fiabilité dans leur système. Donc, ce qui fait que, à ma connaissance aujourd'hui, le système n'a pas été remis à disposition. Hein. Il avait été fermé à une certaine époque. Et donc, par rapport à ces problèmes-là, il y a une équipe de recherche donc à Boston qui a proposé une alternative qui, cette fois-ci, combinait les données de Sentinel et les données d'activité des internautes sur le web. Donc, en gros, ils prenaient l'historique des données de Sentinel, hein, ce qui s'était passé les semaines précédentes, et ils combinaient ça aux données de la semaine qu'ils voulaient prédire,
en termes de données web. Donc cette combinaison des deux sources de données permettait de corriger le problème en fait, de fiabilité que présentait le modèle de Google. C'est ce que je vous ai illustré ici, c'est sur les données américaines, mais on voit que le signal donc, en rouge, qui est le modèle proposé par l'équipe de Boston, est relativement bien corrélé à la référence, donc, qui est en noir, qui s'appelle le CDC aux États-Unis, qui est à peu près l'équivalent de Santé publique France en France. Donc nous, quand on a vu ça, on s'est dit, bah, c'est bien, ça marche bien, mais finalement, on pourrait très bien essayer de faire un modèle qui combine les données de Sentinel et ce qu'on appelle un big data hospitalier, en tout cas un gisement de données hospitalier. Donc c'est ce qu'on a mis en œuvre. Donc la première étape, c'était évidemment d'arriver à extraire des variables de notre entrepôt qui permettraient de faire une modélisation, des prédictions sur les syndromes grippaux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué des variables à dire d'experts. En fait, on a recherché des mots-clés dans notre entrepôt qui étaient susceptibles d'être corrélés à la grippe ou au syndrome grippaux. Donc, finalement, on a fait une première requête qui ramenait tous les mots-clés commençant par grippe. Puis après, on a calculé le nombre de patients correspondants par semaine. Donc, ça nous faisait un premier signal. On a fait la même chose avec les documents qui mentionnaient les syndromes grippaux, donc la fièvre, les maux de tête, etc., les courbatures. On s'est intéressé spécifiquement aussi aux patients qui venaient aux urgences, puisque c'est une population qui se rapproche à peu près de la population en médecine de ville. Quand les médecins généralistes ne sont pas dispo, les patients ont tendance à aller aux urgences. Donc on s'est intéressé spécifiquement à des requêtes sur le service des urgences, et notamment ceux qui repartaient à domicile, puisque la grippe n'est pas un motif d'hospitalisation, sauf dans des cas particuliers, personnes âgées, personnes avec des comorbidités, etc. Et on a aussi tiré parti des données structurées, donc récupérer tous les codes diagnostiques se rapportant à la grippe. Donc ça, c'est des choses qu'on a aussi dans l'entrepôt. Des examens biologiques de recherche du virus grippal sur la prise de sang. Et aussi, je ne voulais pas mentionner là, mais les traitements antigrippaux. Donc à partir de toutes ces requêtes-là, on a constitué un certain nombre de séries chronologiques, finalement, en termes d'incidence hebdomadaire pour chacune de ces variables-là. Et puis on a également fait un découpage par service de l'hôpital, par classe d'âge, par type de document. L'idée derrière tout ça, c'était d'avoir pas mal de variables en fait, candidates dans le modèle pour mimer un peu ce que faisait Google, c'est-à-dire d'arriver à détecter ce que faisait plutôt le modèle de Boston, c'est-à-dire qu'à partir d'un grand volume de variables, le modèle identifiait les variables qui étaient pertinentes pour la prédiction. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était simuler pareil un grand nombre de variables candidates. Donc ça, c'était la première étape. Et puis, la deuxième, c'était évidemment de mettre en œuvre un modèle statistique qui permettait de faire ces prédictions. Donc, on l'a évalué à la fois à un niveau national et régional. Donc, essayer de prédire l'activité grippale au niveau de la France et au niveau Bretagne. Donc, c'est le même principe que le modèle de Boston, c'est-à-dire une composante qui était basée sur l'historique de Sentinel. Donc, on récupérait l'historique d'un an fournis par Sentinel. Donc ça, c'est des données qui sont à disposition sur le web. Donc, on avait fait plusieurs essais, on a pris 1 an au final, mais on pouvait prendre 6 ans, etc. Une composante qui est basée sur les données qu'on a obtenues depuis l'entrepôt. Donc là, on avait pris la semaine en cours et plus les 2 semaines précédentes. Et donc ça, on le fait pour chacune des semaines qu'on cherche à prédire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 18 février. Si vous regardez sur le réseau Sentinel, on n'a pas encore l'activité de la semaine précédente, on a juste celle de la semaine encore avant, donc il y a 15 jours. Donc nous, ce qui nous intéresse, par exemple, aujourd'hui, c'est de prédire ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc pour ça, on récupère 1 an avant ce qui a été fourni par Sentinel, et on récupère les données d'entrepôt pour la semaine précédente, celles de la semaine encore précédente et encore la semaine d'avant. Et donc, ça nous permet d'aboutir à une prédiction pour la semaine précédente. C'est ce qu'on appelle le temps réel, même si c'est un petit peu exagéré. Et donc pour faire ça, une fois qu'on avait récupéré les données, on a comparé plusieurs types de modèles. On a fait des forêts aléatoires, des SVM et puis un modèle ElasticNet. Et on a comparé ça aux résultats qu'on obtenait en s'appuyant sur les données de Google. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par une doctorante de l'équipe.
Et donc là, je vous présente ce qu'on obtient au niveau régional, au niveau national, pardon. Donc, en vert, c'est le vrai signal de Sentinelle. En rose, ce qu'on a obtenu avec les données de l'entrepôt, donc les données du CHU de Rennes. Et en bleu, ce qu'on obtient avec les données de Google. Donc sur le tableau, vous voyez qu'en termes de corrélation, il n'y a pas d'énorme différence hein, en fonction du type de données qu'on utilise. Hein, et hop, pour Google, hein, on est quand même sur des ordres de grandeur qui sont relativement similaires. En termes de type de modèle, c'est pareil, il n'y a pas d'énormes différences. Hein. Ce qui nous intéressait de nous, surtout, c'était finalement le modèle d'ElasticNet, c'était surtout d'un point de vue en termes de temps de calcul où ça allait beaucoup plus vite. Mais sinon, vous voyez que, quel que soit le type de source de données ou de modèle, on a des choses qui sont relativement superposables aux données de référence. Avec l'intérêt que finalement, on peut anticiper le retard de production des indicateurs. Et au niveau régional, c'est de la même façon, on a des résultats qui sont un petit peu moins bons parce que finalement le signal de référence est beaucoup plus bruité, mais ça reste relativement performant. Voilà. Et en sachant que finalement, aujourd'hui, on en est, donc ça c'était le point de départ, hein, c'était essayer déjà de prédire d'anticiper le retard de production des données de Sentinelle. Et aujourd'hui, on en est plus à essayer de prédire ce qui se passe à 1, 2, 3 semaines. Donc forcément, plus on va loin, plus les performances se dégradent, mais ça reste dans des ordres de grandeur relativement corrects. Et donc, finalement, l'intérêt de ce qu'on a fait, c'est pas tant la performance en termes de fiabilité des estimations qu'on fait, c'est plutôt que ça nous ouvre des perspectives sur des surveillances qui ne sont pas disponibles par les autres outils, donc notamment surveiller des sous-populations. Donc, par exemple, les populations des nouveau-nés ou des personnes âgées. Hein, l'atteinte de ces populations-là par le syndrome grippal, ça peut être intéressant à surveiller. Et ça, c'est des populations qu'on a à disposition dans l'entrepôt. Donc, on pourrait très bien non pas essayer de prédire ce qui se passe en termes d'activité à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, mais surveiller finalement l'activité en termes de syndrome grippal sur nos populations de nouveau-nés, nos populations de personnes âgées à l'hôpital. De la même façon, ça peut être intéressant de faire ça, par exemple, dans le service des urgences. Vous savez sûrement que quand c'est les périodes hivernales, il y a des afflux de gens dans le service des urgences, ça pose des problèmes en termes de prise en charge, de délai de prise en charge, etc. Donc, pouvoir anticiper ces afflux de patients dans les services d'urgence, ça peut être relativement intéressant. Et la deuxième perspective, c'est aussi de pouvoir surveiller des pathologies qui ne génèrent pas d'activité sur le web. Donc ça peut aussi être intéressant d'utiliser des données hospitalières pour essayer de voir s'il n'y a pas des maladies qui seraient réémergentes, par exemple. Par exemple, quand on parle de la rougeole qui commence à revenir, ça peut être des choses qu'on aurait peut-être pu anticiper avec des données hospitalières et qui n'a pas généré au départ d'activité particulière sur le web. Donc ça, c'est un peu les perspectives qu'on voit. Par contre, pour faire ça, forcément, il y a besoin notamment pour le deuxième cas, d'avoir des outils supplémentaires. C'est-à-dire que pour la grippe, on avait une bonne idée des mots-clés, des variables qui pouvaient nous intéresser pour arriver à faire des modèles corrects. Par contre, dans certaines pathologies, on n'a pas forcément ces informations-là à disposition. C'est-à-dire que parmi la masse de données qu'on a à disposition, il va falloir être capable de détecter automatiquement quels sont les concepts médicaux, quelles sont les variables finalement, qui vont avoir un intérêt pour prédire une activité pathologique donnée. Donc ça, on l'a fait aussi depuis, hein, c'est finalement d'avoir quelque chose du calcul distribué pour calculer rapidement des corrélations entre un signal d'intérêt et puis l'ensemble des séries chronologiques qu'on peut construire à partir des données de l'entrepôt. Et enfin, la dernière perspective, c'est évidemment de combiner d'autres sources de données. Donc ça, on a commencé à le faire notamment avec les données de météorologie. Je n'ai pas les résultats à vous présenter, mais il y a des variables environnementales finalement de météorologie qui sont forcément très intéressantes pour affiner ce type de modèle. Et comme je vous disais, il y a une source de données qui nous intéresse particulièrement, c'est tout ce qui est données qui sont dans le système national des données de santé, puisque là, on va avoir tout un tas de données qui concernent la médecine de ville. Donc finalement, l'activité qu'il peut y avoir autour des syndromes grippaux hors hôpital. Et donc, on va la recevoir dans peu de temps. On va avoir une extraction des données du SNDS qu'on va pouvoir appareiller à nos patients de l'établissement du CHU de Rennes, et ce qui va nous permettre finalement de voir dans notre population s'il y a aussi une activité reliée au syndrome grippaux qu'on n'aurait pas capté, qui ne serait pas dans les données hospitalières, mais dans les données de ville.
Donc dans le SNDS, plus particulièrement, on a tout ce qui est délivrance médicamenteuse faite dans les officines en ville, par exemple. Donc on va pouvoir, en tout cas, dans une certaine mesure, arriver à récupérer, par exemple, les prescriptions de paracétamol. On va avoir aussi tout ce qui est consultation chez les médecins généralistes, etc., etc. Donc voilà pour le premier exemple. Donc on était plutôt dans le cadre de la surveillance syndromique. Et je vais vous parler dans un deuxième temps de la pharmacovigilance. Donc, pour situer un peu le contexte, la pharmacovigilance, l'objectif c'est donc de surveiller les médicaments après leur mise sur le marché. C'est-à-dire que dans le cycle de vie d'un médicament, je fais très grossier, avant qu'il soit mis à disposition des patients, hein, on fait donc les essais cliniques pour évaluer leur bénéfice-risque, on va dire, pour la prise en charge des patients. Donc, est-ce qu'ils sont plus efficaces que les médicaments actuellement sur le marché et ils n'engendrent pas de complications supplémentaires. Il y a aussi souvent une analyse de coût, donc pour voir si la prise en charge nouvelle ne reviendrait pas trop cher par rapport aux bénéfices, etc., etc. Donc, une fois que ça a été validé, cette efficacité et puis cette balance bénéfice-risque, le médicament est mis sur le marché et ensuite il faut pouvoir continuer à surveiller ce médicament-là parce que les essais cliniques, comme c'est fait sur un nombre assez restreint de patients, ça ne permet pas de forcément identifier tous les effets indésirables qui pourraient survenir dus à cette molécule. Parce que les effets indésirables, c'est des événements rares, donc il faudrait vraiment des grosses populations de patients pour arriver à tout détecter. Donc la seule possibilité qu'il y a, c'est de mettre le médicament sur le marché une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas d'événements indésirables trop fréquents, et ensuite on le surveille en population, et dans le cas où il y a des événements indésirables qui surviennent qu'on n'avait pas détectés avant et que ça présente trop de risques, éventuellement on retire l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est un des premiers objectifs. Et le deuxième, c'est de réduire les risques d'effets indésirables liés à l'utilisation des médicaments. Donc la pharmacovigilance, ça s'organise en 31 centres répartis sur le territoire. Et finalement, leurs outils, c'est quoi? C'est d'une part de se reposer sur les professionnels de santé qui doivent notifier la survenue d'événements indésirables chez les patients qu'ils prennent en charge. Et deux, c'est de faire des études de pharmacoépidémiologie pour évaluer le bénéfice-risque de l'usage d'un médicament, cette fois en vie réelle. Donc si on détecte des signaux finalement anormaux, on va pouvoir mettre en œuvre après des mesures de contrôle. Le problème derrière tout ça, c'est qu'il y a un souci de sous-notification des effets indésirables médicamenteux. C'est-à-dire que les professionnels de santé ne déclarent pas l'ensemble des effets indésirables qui surviennent, donc soit parce qu'ils n'ont pas fait la relation avec le médicament, soit par manque de temps, etc., etc. Donc, on dit, en tout cas dans la littérature, on trouve des chiffres de l'ordre de 90% d'effets indésirables non détectés, non reportés par cette méthode de notification spontanée. Donc c'est vraiment un problème important. Donc, de ce constat-là, nous on s'est intéressé depuis un petit moment à tous ces problèmes de pharmacovigilance. Donc on travaille avec le service de pharmacovigilance du CHU. On a fait plusieurs projets, mais je vais vous parler de celui concernant la détection des événements des interactions médicamenteuses. Donc, interaction médicamenteuse, c'est quoi? C'est quand un patient est polymédicamenté, donc il prend moins de médicaments, il y a un risque que ces deux médicaments ils interagissent. C'est-à-dire qu'un médicament va, par exemple, augmenter l'effet du deuxième médicament, ou à l'inverse, va annihiler l'effet du second. Donc derrière, forcément, il y a soit des risques d'effets indésirables, soit de mauvais traitement du patient. Donc il y a un intérêt à détecter ces situations où les patients ont des molécules, des médicaments qui peuvent interagir entre elles. Donc de la même façon, ça, on peut imaginer le faire avec les données qu'on a dans l'entrepôt, puisqu'on a toutes les données de prescription et d'administration médicamenteuse. Et donc, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une base de connaissances qui nous dit quelles sont les molécules qui interagissent avec telle autre. Et donc ça, c'est des choses qui existent. Donc, je vous en ai listé certaines, Theriac, Vidal, Thesaurus, etc. Ça, c'est des bases de données médicamenteuses qui décrivent ce genre d'interaction. Donc nous, ce qu'il fait qu'on fasse, c'est une relation finalement entre les prescriptions qui sont réellement faites chez les patients et les interactions qui existent, qui sont décrites dans la littérature. Donc, on a pris un échantillon de patients dans l'entrepôt, donc un peu plus d'une année, de janvier 2015 à janvier 2016. Ça correspond à peu près 10 506 patients, donc concernant
une molécule, une classe médicamenteuse particulière qui sont des statines, hein, qui sont un traitement contre le cholestérol, grosso modo. Et donc l'idée, c'était de détecter l'ensemble des patients qui avaient eu une prescription d'un médicament qui pouvait interagir avec ce type de médicaments qui sont les statines. Je ne vous ai pas mis le détail, mais forcément, on a pris en compte la fenêtre temporelle dans laquelle l'autre médicament était prescrit, etc., etc. Donc ça se basait sur, pareil, sur du calcul distribué, peu importe. Et donc on a utilisé aussi des bases de données graphes pour stocker finalement ces relations de type interaction entre l'ensemble des molécules qui peuvent exister dans les médicaments. Donc ça, c'était la première étape. Donc, identifier l'ensemble des patients qui ont une interaction avec leur prise de statine. Et donc, en fonction des bases de connaissances médicamenteuses qui sont là, on avait un pourcentage plus ou moins important de patients concernés par ces interactions. Donc ça allait de 22,5% à plus de 50% pour drugs.com. Donc cette grosse différence, c'est dû notamment, alors, Camille, tu me diras si je dis des bêtises, mais c'est parce qu'il y a des interactions qui sont décrites, qui ne sont pas forcément, dans cette dernière base, qui ne sont pas documentées forcément en clinique, mais qui sont plutôt sur des interactions, on va dire, en laboratoire, quoi. Donc, ce qui fait que finalement, on retrouve des interactions chez les patients qui ne sont pas forcément une réalité en clinique. Donc, en tout cas, si on regarde le chiffre le plus petit, vous voyez que ça concerne quand même quasiment un quart des patients qui ont une statine, pour lesquels on a retrouvé au moins une interaction médicamenteuse avec un autre médicament. Donc rien que ça, c'est une information, hein. Et nous, ce qui nous intéressait derrière, c'était est-ce que ces interactions, elles ont produit un effet indésirable. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir deux molécules qui sont censées interagir entre elles sans que le patient ait cliniquement un effet indésirable. Pourtant, nous, c'est ça qui nous intéresse à la fin, hein, c'est est-ce que ces interactions, elles ont produit un événement désirable chez le patient. Et donc là aussi, c'est un petit peu problématique puisque cette notion d'effet indésirable survenue chez le patient, la notion d'effet indésirable, elle est, comme je vous disais, très rarement mentionnée dans les données qu'on a à disposition. Hein, puisqu'il y a 90% des effets indésirables qui ne sont pas documentés, ben nous, on ne va pas les avoir plus. Et en plus, quand elles sont documentées, c'est dans des bases dédiées, hein, c'est des bases pour la pharmacovigilance. Donc nous, on n'a pas ça à disposition comme information dans l'entrepôt. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de prendre des proxys, des variables proxy pour essayer d'avoir quelque chose qui se rapproche d'un effet indésirable. Donc, ce qu'on a regardé, c'est tout ce qui était données de biologie pour voir s'il y avait des anomalies biologiques qu'on retrouvait chez les patients derrière cette détection d'interaction médicamenteuse. De la même façon, on a pris tout ce qui était données de diagnostic pour voir s'il y avait des diagnostics particuliers qui survenaient après ces prescriptions, ces interactions médicamenteuses. Voilà, et donc on a repris une méthodologie qui a été décrite dans la littérature pour essayer de faire finalement, pour revenir à un problème de classification binaire. Hein. On a d'une part nos cas, les patients avec des interactions, puis il fallait un groupe contrôle de patients qui n'avaient pas d'interaction. L'idée, c'était de voir finalement si, entre ces deux groupes, il y avait des variations en termes d'anomalies biologiques et de diagnostic qui permettaient de discriminer ces deux groupes-là et de faire dire que dans le groupe interaction, il y a soit des anomalies biologiques qui surviennent plus fréquemment ou des diagnostics qui sont plus fréquents. Donc le groupe contrôle, grosso modo, c'est des patients qui ont aussi une statine, mais qui ont une autre molécule de même classe thérapeutique que celles qui sont connues pour interagir avec les statines, mais qui ne sont pas pour autant décrites comme ayant une interaction avec la statine. Donc c'est un médicament proche de celui qui interagit avec la statine, mais qui n'a pas normalement d'interaction. Donc pour ça, l'objectif, c'était d'avoir finalement deux groupes similaires qui ne se distinguaient que par la présence de l'interaction. Donc, on a mis en place un modèle prédictif. Bon, c'était pas c'est pas l'étape forcément qui nous intéressait le plus, donc on n'a pas été très loin là-dessus. L'idée, c'était surtout d'avoir le circuit complet de détection des interactions, de constitution de façon automatique du groupe contrôle et après d'extraction des données de biologie et de diagnostic, et puis essayer de voir si on arrivait déjà à quelques résultats en termes de classification. Donc, les résultats ne sont pas forcément mirobolants, mais ce n'est pas forcément étonnant. Par contre, en termes de comparabilité, la population exposée à l'interaction et puis la population non exposée à l'interaction,
étaient relativement similaires en termes d'âge, de sexe et puis de pathologie cardiaque, parce que les statines sont souvent prescrits dans cette population. Et donc en termes de prédiction, on avait une erreur de 17%, donc 17% des cas ou des non-cas qui étaient mal classés, une sensibilité de 90%, une spécificité de 78%, etc. Donc, sachant que comme on avait fait des proxys, pas mal de proxys, d'approximation, à la fois sur la constitution des cas et des groupes contrôles, c'est pas forcément quelque chose de... C'était fait de façon automatique, donc c'était pas forcément robuste à 100%. Pareil, les données qui nous servent à discriminer les groupes, c'est des choses qui veulent s'approcher des effets indésirables, mais qui n'en sont pas forcément. Donc forcément, à la fin, on a des choses qui ne sont pas forcément très bonnes. Mais ce qu'on voulait, en fait, c'était surtout mettre en œuvre ce circuit-là. Donc il ne passe pas très bien. Mais en gros, c'était de partir du patient qui prend ses médicaments, d'avoir quelque chose qui détecte automatiquement la présence d'interactions médicamenteuses, de façon rétrospective. On n'est pas là pour empêcher la prescription de l'interaction, c'était plutôt à visée rétrospective. C'était détecter les patients qui ont eu une prescription d'un médicament qui interagit avec la statine. D'essayer de hiérarchiser finalement les cas qu'on a détectés avec une interaction, lesquels étaient les plus susceptibles d'avoir fait un effet indésirable sous cette interaction, et de proposer ces cas potentiels d'effets indésirables au service de pharmacovigilance, qui eux sont les seuls qui peuvent finalement certifier que oui, c'est bien un effet indésirable dû à l'interaction, ou non, ce n'en est pas un. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire automatiquement. Ça demande une expertise pharmacologique en termes de séquences d'événements, de connaissances sur le médicament, etc., etc. Et donc, pourquoi on voulait enclencher cette boucle, c'est qu'à la fin, forcément, une fois que l'expert en pharmacovigilance a revu les premiers cas qu'on a proposés, on peut réinjecter ça dans le modèle pour espérer affiner au fur et à mesure les résultats de notre modèle. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de faire, les revues des dossiers. Là. Donc voilà pour ce deuxième cas d'usage. Et donc pour résumer un petit peu tout ce que je vous ai présenté, les problématiques liées à la réutilisation des données de santé aujourd'hui, c'est quoi? C'est surtout le partage des données. Je vous ai présenté un petit peu l'ensemble des sources qu'il y avait à disposition. Donc nous, on est surtout sur les données hospitalières. On s'intéresse beaucoup aux données du système national des données de santé. Il y a tout un tas d'autres données qui ne sont pas intégrées finalement dans ce genre d'outils que sont les entrepôts de données biomédicales, etc. Donc il y a notamment tous les liens qui peuvent être faits entre les données d'imagerie, les données ce qu'on appelle omique, donc la génomique, la métabolomique, etc., etc. Les données de signal, donc ça c'est des choses qu'on retrouve dans les hôpitaux mais qu'on n'a pas encore intégrées, c'est tout ce qui est données par exemple en réanimation, les données de capteurs, les capteurs de fréquence cardiaque, de fréquence respiratoire, etc. Ça c'est des données qui peuvent être intéressantes à intégrer en sachant que c'est des données qui ne sont pas encore disponibles, qu'on ne peut pas nous récupérer de façon automatique à l'hôpital. Et ça, en termes de volume, ça a des problématiques particulières par rapport à ce qu'on s'est déjà traité aujourd'hui. Par contre, c'est des choses qu'on vise à couvrir dans les prochaines années, avec ce que je vous disais, le laboratoire commun l'utilise. Donc le laboratoire commun, c'est un partenariat entre un labo de recherche, donc nous en l'occurrence, et un industriel. Et donc pour notre cas, c'était la société Innovacom, qui est une société filiale d'Orange, du coup, qui est spécialisée dans l'intégration des données de santé. Ça nous intéresse, c'est qu'ils vont pouvoir nous aider à décloisonner ces sources de données supplémentaires. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est de pouvoir partager et de croiser des sources de données supplémentaires. Un autre enjeu, c'est la standardisation des sources, notamment, par exemple, à l'échelle de l'interrégion, les hôpitaux ne décrivent pas forcément l'ensemble des sources de la même façon, donc il va falloir réconcilier ces sources de données, de faire des mappings, des alignements de terminologie notamment. Il y a toute une activité autour du traitement automatique du langage, bien sûr, puisqu'on a une majorité de sources non structurées. Tout ça, c'est ce qu'il reste à faire en fait, pour avoir vraiment des données qui décrivent les patients sur l'ensemble des sources possibles. Et à une large échelle surtout. En termes d'aspects réglementaires et de sécurité, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais avec le RGPD, le règlement européen, tout ça, il y a des aspects, tout ça, ça bouge. Voilà. En termes d'exploitation des données, vous avez peut-être vu que dans ce que je vous ai présenté, on est rapidement confronté quand même à la qualité des données, donc de fait de la typologie des données qu'on a à disposition. Donc ça, c'est quelque chose pareil qui est important à prendre en compte. Donc il y a plusieurs outils pour le faire, mais peu importe. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est important qu'il y ait une proximité avec les cliniciens et les chercheurs quand on exploite ces données-là,
par exemple pour la pharmacovigilance, vous avez vu que nous on ne peut pas travailler si on n'a pas des gens experts de la pharmacovigilance à côté de nous. C'est l'intérêt de notre équipe, en fait, c'est qu'on est à la fois hospitalier et à la fois recherche, donc on a à disposition cette expertise. Et puis, forcément, ce dont on a besoin, c'est une expertise en sciences des données, qu'on essaie de couvrir, qu'on commence à couvrir, mais c'est vraiment un des axes majeurs qu'on essaie de développer, notamment avec le LabCom, où on va pouvoir recruter des gens en data science. Voilà. Et on développe aussi des partenariats avec des startups, comme je vous disais. Donc, là, je ne peux pas vous présenter les résultats parce qu'on vient de démarrer, mais on a un projet avec la société VitalDX, où là, du coup, eux, ils sont experts en analyse d'imagerie, d'images. Donc, en l'occurrence, c'est des données de cytologie, donc des cellules qui sont scannées, avec de la fluorescence, etc. Enfin bref, leur objectif, c'est de détecter des cellules tumorales de vessie. Sauf qu'eux, ils ont à disposition uniquement des données d'imagerie. Il leur manque tout le côté clinique qui décrit les patients, donc tout ce que nous, on a finalement à disposition dans l'entrepôt. Donc l'idée de ce projet, finalement, c'est de leur apporter ces données-là qui ne sont pas à disposition pour pouvoir créer des modèles prédictifs, des modèles de détection de patients avec un cancer de la vessie en tirant parti à la fois des données cliniques et des données d'imagerie. En sachant que derrière, on retrouve encore une fois les problèmes de données non structurées. Et puis pour finir, du coup, les perspectives, vous avez peut-être entendu parler du Health Data Hub parmi le plan de Villani, là. Donc il y a c'est des choses qui se mettent en place au niveau national de constituer une plateforme de partage des données de santé qui serait finalement une extension du système national des données de santé, où il n'y aurait plus uniquement les données de remboursement de l'assurance maladie, le PMSI et puis les données des décès, mais aussi les données hospitalières, les données de vie, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire une plateforme de partage des données en santé à l'échelle nationale, avec probablement une déclinaison à l'échelle régionale, d'avoir des petits hubs régionaux. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose d'actualité, des choses qui se mettent encore en place aujourd'hui et cette année, et puis dans les années à venir. Voilà, j'ai fini, si vous avez des questions. Peut-être pour commencer. Donc la question c'est est-ce qu'on a des projets qui s'intéressent aux données d'imagerie ou de génomique, enfin de bioinformatique. Donc nous pour notre équipe non, parce qu'on n'est pas expert en traitement d'images ni en bioinformatique. Par contre, on développe des collaborations avec des équipes qui sont spécialisées dans ces domaines-là. Donc on travaille très bien avec le service de bioinformatique de l'hôpital, par exemple, à une échelle locale. On essaie justement de faire des liens entre leurs données et les nôtres, dans les deux sens. Pareil pour l'imagerie, il y a un champ qui est en pleine explosion en ce moment, c'est tout ce qui est radiomix. Donc croiser les données cliniques, d'imagerie, de génomique par exemple, pour essayer de trouver des nouveaux marqueurs finalement pour détecter des patients, détecter des traitements qui pourraient les soigner, etc. Des marqueurs pronostiques aussi. Et donc tout ça, on le fait plutôt en partenariat avec d'autres équipes en fait. Donc, par contre, effectivement, on le fait dans un cadre d'appel d'offres en général. Donc, on est plutôt sur un projet européen donc, qui s'appelle Flagira, IT Fossé. Alors c'était un projet européen, donc c'était vraiment très vaste, mais c'était ça l'idée, c'était vraiment de croiser. Alors l'idée vraiment c'était finalement de faire des clones virtuels des patients en fait, donc d'écrire des patients avec l'ensemble des données qu'on pouvait avoir pour les décrire, donc des données cliniques, d'imagerie, omiques, de signaux, des données d'objets connectés, etc. Mais nous, on vise pas à couvrir l'ensemble de ces domaines-là. Nous, on est vraiment plutôt focalisé sur données clinico-biologiques. Par contre, c'est sûr que tout seul, on ne fera pas grand-chose. Les autres non plus. C'est plutôt en partageant tous ces types de sources qu'on pourra aboutir à des choses intéressantes. Mais c'est un des enjeux majeurs. C'est vraiment le partage de ces types de données-là. Une question, ouais.
Donc la question c'était, est-ce qu'on a suffisamment de patients finalement pour faire ce genre de modèle qui s'intéresse à détecter. Est-ce qu'on prend le nombre Est-ce qu'on a le nombre de cas suffisant en fait, c'est ça que vous me dites? Bah, si je vous remets le petit tableau là, si vous regardez en nombre de patients, on est sur un ordre de grandeur de 2 à 3, ouais, 2000 on va dire, sur un établissement. Donc effectivement, ça peut être, en sachant que c'est toute interaction confondue pour la statine. Donc si on s'intéresse à une interaction donnée, effectivement, on va rapidement avoir pas assez de patients pour faire des choses correctes. Donc c'est vrai que là, on est un petit peu limité par la population qu'on a dans l'établissement de Rennes, hein, mais c'est pour ça que justement on développe on essaie d'aller à plus large échelle, hein, sur l'interrégion pour pouvoir faire ce genre d'études. Il faut voir ça plus comme une étude de faisabilité, un prototype, voilà, mais ça n'avait pas vocation à donner des preuves scientifiques ou voilà, des choses. Ça n'avait pas forcément une valeur scientifique en termes de prévalence des interactions, etc., etc. Mm, mm. Alors on ne s'est pas trop intéressé finalement sur qu'est-ce qui avait fait que le modèle avait prédit les individus comme des cas ou pas. On n'avait pas trop regardé le côté interprétation du modèle. Donc je ne peux pas vous dire si ce qui a été les variables qui ont servi étaient réellement pertinentes par rapport à ce qu'on cherchait à prédire. Euh, mais c'est des questions effectivement. C'est est-ce que le modèle qu'on a fait là, il peut être généralisable ailleurs finalement ou pas quoi. C'est un peu ça votre question derrière, je pense, non? Ouais. Donc il y a des chances que non, ça ne soit pas généralisable en tant que tel, mais l'idée c'était vraiment de faire plutôt une preuve de concept, quoi. Et on n'avait pas vraiment pas. L'idée c'était de faire une cartographie un peu de ce qui se passait dans notre établissement en termes d'interaction, prévalence des interactions sous statine, et après de voir si on pouvait faire quelque chose pour proposer des cas intéressants à la pharmacovigilance, en fait, pour essayer d'améliorer la notification des effets indésirables. Mais on n'était pas dans un objectif de discrimination parfaite des cas et puis des individus qui n'étaient pas sous interaction, quoi. Ouais, parce que je n'en sais rien. Je regarderai puis je vous redirai la prochaine fois. Oui. Ça concerne encore un échantillon très restreint de patients. Ouais. Après, c'est des examens qui commencent à être faits en routine, donc on en a de plus en plus. Ah ouais. Ah, l'ensemble du génome. Non, alors ce qui est fait alors c'est pas mon domaine d'expertise en particulier, mais j'ai deux ou trois notions. Ce qui est fait en routine clinique, c'est vraiment la recherche de mutations ponctuelles qui sont déjà connues, qui sont déjà connues pour avoir un effet sur une pathologie donnée. Donc ce qui est le plus connu, c'est peut-être les mutations dans le cadre du cancer du sein. Hein, il y a certaines mutations qui sont connues pour être un facteur de risque majeur de cancer du sein. Donc ça, on les recherche systématiquement quand une patiente a un cancer. Et sinon, après, dans certains cas, effectivement, on peut avoir des cohortes de patients, enfin des échantillons de patients pour lesquels on va faire un séquençage complet du génome. Mais ça concerne encore un échantillon restreint de patients. Mais c'est sur ce genre de, de choses qu'on bosse avec le labo de bioinformatique. En fait, eux, ce qui les intéresse finalement, c'est ils ont ces séquençages complets d'un certain nombre de patients. Ils n'ont pas la clinique à côté, donc ce qu'ils veulent, c'est croiser la clinique avec ces séquençages pour voir s'il y a des mutations, des variations dans le génome qui sont associées à des manifestations cliniques, quoi. Après, en termes de nombre comme ça, j'ai pas de valeur précise à vous donner de tête. Oui. Ouais. Alors, donc la problématique majeure, c'est sur les données textuelles, hein, c'est d'arriver à identifier ces données-là. Donc, pour l'instant, on est. Alors, si je reprends de la base,
on est les centres de données cliniques, nous qui avons dans l'établissement accès à l'ensemble de la base de données. Ce qu'on fait, c'est que quand il y a un chercheur, un clinicien vient nous voir, on va préparer finalement un jeu de données pour lesquels qui contiendra les patients susceptibles de l'intéresser pour son étude, pour son besoin. Donc ça, c'est une première chose. Déjà, on limite le périmètre des données auxquelles il a accès. Et après, donc en termes de désidentification à proprement parler, ce qu'on fait, c'est que finalement, comme dans la base de données, on a les noms, prénoms, date de naissance des patients. Pour l'instant, on fait du match exact. On regarde, on repère à la volée, si vous voulez, s'il y a le nom, le prénom, la date de naissance, par exemple, ou l'adresse des patients qui sont présents dans les documents. Mais si c'est le cas, on les retire à la volée, en fait, à l'affichage. Donc ça, on le fait dans la plupart des cas, quand il n'y a pas de raison d'avoir à disposition ce type de données. Après, dans un certain nombre d'usages, donc typiquement la pharmacovigilance, ils ont le droit, ils ont besoin d'avoir les noms des patients, les identités pour après aller retrouver le dossier patient du patient dans l'établissement, etc., etc. Donc dans certains cas, on lève l'anonymat, enfin on lève l'identification. Mais vous, c'est un terme technique peut-être que vous voulez savoir. Ouais. Comment on va les croiser? Alors, euh, si on est dans ce cadre-là, pour l'instant, je vous ai dit, chaque établissement est maître de ses données. Il n'y a pas de partage de données à l'heure actuelle entre les établissements. Sauf, du coup, sur projet, donc qui entraîne tout un tas de démarches réglementaires adaptées qui permettra d'avoir le cadre réglementaire dans lequel on pourra faire un partage de données éventuellement. Et avec, du coup, une description des variables qu'on va exporter. Et il y aura tout un tas de règles à respecter sur les données identifiantes des patients. Enfin, le cadre classique CNIL. Si on est sur la perspective d'une plateforme interrégionale où là, on va intégrer l'ensemble des données des établissements, pour l'instant, on sera sur de la donnée identifiée de base. On n'aura pas de données identifiantes dans ce genre de plateforme. Et donc la réconciliation des identités, en fait, elle se fera en amont. Enfin, on aura, avant d'intégrer les données dans cette plateforme, on aura un mécanisme qui permet de réconcilier les identités. S'il y a des patients qui sont passés au CHU de Nantes et au CHU de Rennes, on pourra relier les identités. Mais dans la plateforme, il n'y aura pas d'identité stockée. Je ne sais pas si c'était bon. Il y avait une... Oui. Alors c'est une bonne question. Effectivement, comme c'est des données individuelles, alors on pourrait se dire qu'à l'étape de modélisation ici, on n'est plus sur des données individuelles, on est sur des séries chronologiques, on a déjà fait une agrégation, on pourrait très bien faire les calculs un peu près n'importe où. Il se trouve que comme on est souvent confronté à l'exploitation de données individuelles, on fait tous nos traitements au CHU. En fait, on a, depuis pas très longtemps, mais on a un cluster de calcul et puis des cartes GPU qui nous permettent de faire les calculs en interne sans sortir les données de l'établissement. En fait. Parce que c'était juste impossible surtout comme on est sur des données textuelles, c'est quasiment, on ne peut pas se permettre en tout cas aujourd'hui de sortir les données textuelles par exemple de l'établissement. Donc ce qu'on fait, c'est par exemple typiquement là on a un doctorant de l'IRISA, donc spécialisé en traitement automatique du langage. Ce qui se passe, c'est qu'on l'accueille chez nous, il passe la moitié de la semaine chez nous et puis il fait ses calculs sur notre serveur de calcul. Voilà, il applique ses modèles chez nous. Il y a d'autres questions? Oui, non. Je vous remercie.